Je suis venu aujourd'hui à la Fondation Napoléon pour faire une conférence sur Antoine-Alexandre Barbier, qui est dans le prolongement de mes recherches sur les bibliothèques de Napoléon, sur Napoléon et les livres. Et Barbier, c'est l'homme de l'ombre, c'est le bibliothécaire de l'empereur, c'est le grand érudit au service de Napoléon. Et j'ai voulu, dans cette conférence que j'ai préparée ces dernières semaines, revenir un petit peu plus en détail sur sa vie. Parce que j'avais étudié son travail administratif, ses recherches historiques, bibliographiques, géographiques éventuellement pour Napoléon, mais je n'en savais pas forcément autant que maintenant sur qui il était, quelle avait été sa vie familiale notamment, les conditions matérielles de sa vie. Donc une petite recherche en archives m'a permis d'en savoir un tout petit peu plus. Et c'est un personnage tout à fait fascinant et dont le destin est véritablement celui d'une ascension sociale. Ça n'est pas seulement un bibliothécaire, c'est aussi quelqu'un qui est parti de très bas et qui a su s'élever à un niveau quand même assez haut, puisqu'il a été le bibliothécaire successivement de Napoléon puis de Louis XVIII. Donc Barbier naît en 1765 à Coulommiers. Il est le fils d'un des échevins de la ville et son père était également marchand de cuir, donc tanneur. Donc ça n'est pas quelque chose de socialement très élevé, même s'il semble-t-il grandit quand même dans une aisance assez honnête. Il fait de très bonnes études et finalement il réussit à obtenir une aide financière d'un de ses oncles, qui est un petit peu plus fortuné, pour partir à Paris faire des études de théologie. Il se destine à devenir prêtre. Donc on est dans les dernières années de l'Ancien Régime. Barbier est un étudiant, semble-t-il, modèle, très studieux, et on découvre, en consultant les sources, et notamment la source principale pour connaître sa jeunesse, c'est un long texte autobiographique qu'il a caché dans un livre à la place d'un autre texte, donc c'est une sorte de farce de bibliothécaire, mais quand on retrouve le texte, ça nous donne beaucoup de clés. Donc on apprend qu'il s'est passionné à ce moment-là pour la science des livres, l'étude, ce qu'on appelle la bibliographie. Donc il s'intéresse notamment aux lieux d'édition, aux ouvrages anonymes dont il essaie d'identifier les auteurs. Il s'intéresse également aux éditions rares, d'ouvrages anciens, d'ouvrages composés dans des caractères typographiques un petit peu atypiques. Et il commence petit à petit à collectionner les livres. Donc il n'est pas très riche, ça n'est pas une collection encore vraiment formidable, il fait avec les moyens qu'il a. Et évidemment, il doit trouver des moyens de subsistance, donc il va être tour à tour répétiteur en chimie, en physique, ce qui ne lui convient sans doute pas vraiment. Et enfin, il va accepter de devenir prêtre. Semble-t-il, il n'a pas vraiment de grandes convictions religieuses, mais il devient prêtre en avril 1789. Et il va être curé dans différentes paroisses jusqu'en 1793. Et à ce moment-là, il décide, comme beaucoup de prêtres à l'époque, d'abdiquer la prêtrise. Il renonce à sa cure, donc il perd aussi son moyen de subsistance, et il le fait peut-être parce qu'il ne croyait pas vraiment, et sans doute aussi par amour, puisqu'il épouse à ce moment-là une ancienne religieuse qui s'appelait Félicité Maréchal, et c'est semble-t-il une grande histoire d'amour, on n'en sait absolument rien, mais apparemment, d'après les quelques éléments très personnels dans des lettres que Barbier a par ailleurs découpées ensuite pour cacher ses sentiments, on n'a que les éléments sur le travail ou sur les bibliothèques, mais quand même on devine que c'était une histoire d'amour. Mais Barbier n'a plus d'argent, son épouse n'en a pas non plus apparemment, et il redevient, comme son père, marchand de cuir pendant pas très longtemps, quelques mois. Comme il a quand même fait des études, comme il est quand même assez instruit, le département de Seine-et-Marne où il réside le désigne pour devenir élève à l'école normale de Paris, donc qui est l'ancêtre de l'école normale supérieure actuelle, qui est fondée début 1795. Et là, il va suivre les cours pendant quelques temps, puis ensuite il va entrer au service de la Commission temporaire des arts, donc qui est un des organes dépendants de la Convention, où il y a une section de bibliographie, et il va être en charge, avec quelques autres bibliothécaires et érudits de l'époque, être en charge du tri des livres qui ont été confisqués aux congrégations religieuses supprimées en 1789 ou aux nobles condamnés ou partis en émigration. Donc cela fait des centaines de milliers et même un peu plus, à peu près 1,5 million de livres qui sont concentrés
dans la région parisienne dans des dépôts. Et la question se pose de savoir qu'est-ce que l'on fait de ces livres. Alors évidemment, les livres de théologie ne servent plus beaucoup à l'époque révolutionnaire. On va en détruire beaucoup. On va s'en servir pour remplir les cartouches. On va se servir du papier. Donc il y a ça notamment pour la théologie. Pour le reste, on essaie de valoriser un petit peu ces ouvrages. Donc on va les répartir entre différentes bibliothèques. Donc la Bibliothèque nationale, notamment la Bibliothèque de l'Arsenal, qui est une grande bibliothèque de l'époque, la Bibliothèque du Collège des Quatre Nations, donc l'actuelle Bibliothèque Mazarine, donc différents grands établissements à Paris qui vont bénéficier de ces confiscations révolutionnaires et récupérer de très beaux ouvrages, des ouvrages souvent rares, uniques, des manuscrits, des gravures. Donc Barbier travaille donc à l'enrichissement des bibliothèques. Et s'ajoutent à cela très rapidement les livres qui vont être saisis par les armées révolutionnaires, notamment en Belgique, dans la région rhénane, et ensuite par les armées de Bonaparte en Italie. Donc Barbier voit des caisses de livres et des caisses de manuscrits précieux arriver à Paris, et il se charge avec quelques collègues de les trier. Donc ça, c'est un travail important. Il travaille au service de la nation. Il y a d'autres collègues qui font la même chose pour les archives, pour les tableaux, pour les statuts. Lui, sa spécialité, ce sont les livres, et il acquiert vraiment une réputation très importante. En quelques années, il devient un des principaux bibliographes, un des plus connus de ces magiciens du livre, on va dire, qui opèrent à l'époque du Directoire. Justement, le Directoire le repère. Il va être nommé à partir de 1797 bibliothécaire du Directoire. La bibliothèque du Directoire n'existe pas. Toutes les administrations de l'époque ont été dotées d'une bibliothèque, tous les ministères, évidemment toutes les assemblées, toutes les écoles qui ont été créées par la Révolution, toutes les ambassades qui ont rouvert un peu partout en Europe. Des bibliothèques ont été créées avec l'aide de Barbier d'ailleurs dans tous ces établissements, mais le Directoire, donc les 5 dirigeants qui s'occupent du pouvoir exécutif, n'ont pas de bibliothèque attitrée. Donc Barbier est chargé de la constituer et il va y passer toutes les dernières années du Directoire. Donc il est dans un hôtel particulier loué par les directeurs. Il choisit des livres et il se rend régulièrement, notamment chez Barras, qui lui réclame tel ou tel ouvrage pour son travail quotidien. Alors, il y a une petite différence entre les livres que Barbier voudrait voir dans la bibliothèque des directeurs et les livres dont les directeurs ont besoin. Puisque Barbier est un bibliophile, il aime les beaux livres, il aime les livres anciens, rares, précieux. Ce dont les directeurs ont besoin, ce sont plutôt des livres récents pour des questions très pratiques de géographie, d'économie, de statistiques. Donc il y a un petit peu de différence. Donc la bibliothèque finalement n'a pas le temps de servir. Barbier se retrouve un peu au chômage au moment de la chute du Directoire et de la proclamation du consulat. Il offre ses services au premier consul et Bonaparte voit la bibliothèque que Barbier a constituée, qui est une bibliothèque qui est très riche en incunables, en livres, en hébreu, en grec ancien non traduit, mais on n'y trouve pas beaucoup d'ouvrages très pratiques, notamment tout ce qui est juridique, militaire, dont Bonaparte a besoin pour son travail quotidien. Donc Bonaparte se débarrasse très gentiment de Barbier, il lui demande d'améliorer sa bibliothèque et il l'attribue au Conseil d'État. Et durant toute la période du consulat et le début de l'Empire, Barbier va être au service du Conseil d'État et les conseillers d'État vont le solliciter pour trouver les ouvrages juridiques dont ils ont besoin pour rédiger le Code civil. C'est à ce moment que Barbier devient un vrai bibliothécaire au sens qu'il est là au service d'un public. Un public qui a besoin de livres pour des tâches très précises. Et la bibliothèque que Barbier va fonder va être une bibliothèque très riche, la bibliothèque du Conseil d'État, qui prend place aux Tuileries à partir de 1803. Il y a à peu près 30 000 volumes, et ce sont des livres qui sont à la fois, d'accord, quelques-uns très prestigieux, mais aussi des livres qui sont utiles aux séances du Conseil d'État. Donc cette bibliothèque fonctionne, mais en 1805, tout simplement, Napoléon a besoin d'une nouvelle chapelle impériale et il fait déménager la bibliothèque et les bureaux du Conseil d'État pour les travaux au premier étage des Tuileries. Donc Barbier se retrouve au chômage technique pendant 2 ans, sa bibliothèque est mise en caisse, il ne peut plus travailler. Et là, il se tourne un petit peu vers d'autres tâches, vu qu'il est payé à rien faire. Il devient critique littéraire et il rédige un livre extrêmement connu qui s'appelle Le Dictionnaire des Anonymes, qui est un outil de travail pour tous les bibliothécaires actuels qui travaillent du moins dans le patrimoine écrit, où il identifie de très nombreux auteurs, de brochures ou d'ouvrages qui ne sont pas signés.
et il les identifie en cherchant des exemplaires où éventuellement le nom de l'auteur a été noté à la plume par un lecteur bien informé, ou en correspondant avec d'autres savants de toute l'Europe qui lui donnent des renseignements sur les auteurs de certains ouvrages en échange d'autres renseignements bibliographiques sur des livres qui se trouvent à Paris. Donc il y a tout un réseau de correspondance et c'est à ce moment que Barbier est reconnu. Il commence cette ascension sociale qui est déjà assez remarquable, marchand de cuir, bibliothécaire des directeurs puis du Conseil d'État, et à ce moment-là, il devient un savant reconnu et connu dans toute l'Europe. Tant et si bien qu'en 1807, quand le bibliothécaire particulier de Napoléon part en dépression et démissionne de son poste, eh bien, Napoléon fait évidemment appel à Barbier qui devient officiellement bibliothécaire de l'empereur. Alors il s'occupe de constituer le réseau des bibliothèques de Napoléon. La bibliothèque du Conseil d'État, par exemple, va finir à Fontainebleau, où elle se trouve toujours aujourd'hui. Napoléon va faire installer des bibliothèques dans tous les palais qu'il occupe, par exemple à Compiègne, à Rambouillet, à Trianon, à Saint-Cloud, aux Tuileries, et Barbier va se charger d'enrichir et de tenir à jour, de maintenir l'ordre dans toutes ces bibliothèques. Donc il est au service de l'empereur, il rencontre Napoléon presque toutes les semaines, il amène à Napoléon des nouveautés, des ouvrages qui viennent de paraître, qui ont été reliés aux armes de l'Empire, il sert de critique littéraire pour l'empereur, il lui rédige des fiches bibliographiques, il sert de conseiller historique à Napoléon, qui a parfois des questions très concrètes sur tel ou tel événement, sur telle ou telle dynastie, sur telle ou telle famille, qui a parfois des besoins immédiats parce qu'on prépare une guerre avec un pays et il faut avoir tous les ouvrages de géographie ou d'histoire concernant ce pays pour préparer concrètement le plan de campagne. Donc c'est un travail au jour le jour. Barbier est sans doute très sollicité, très occupé. Il a quand même le temps de s'occuper, on le sait, de son épouse et de ses enfants, vu qu'il a eu 2 fils. Et petit à petit, les bibliothèques de l'empereur deviennent une affaire familiale, puisque son neveu vient travailler avec lui. Ses fils commencent à se former à la bibliographie alors qu'ils sont encore en culotte courte. Et les bibliothèques de la couronne deviennent l'affaire de la famille Barbier. Alors Barbier reste au service de Napoléon jusqu'en 1814. En 1814, il fait comme beaucoup de serviteurs de Napoléon, il passe au service de Louis XVIII. En 1815, Napoléon revient, il repasse au service de Napoléon, et après Waterloo, il fait acte de contrition et il revient au service du roi de France. Donc, un peu une girouette, mais il fait ça surtout par amour des livres et pour continuer à prendre soin de ses bibliothèques, notamment veiller à ce qu'elles ne soient pas trop mises au pillage au moment de l'occupation de la région parisienne par les troupes russes, prussiennes, autrichiennes. Donc Barbier, grand amoureux des livres, il continue à travailler au service de Louis XVIII. Il fonde, avec l'autorisation du roi, une bibliothèque très riche qui est la bibliothèque du Louvre, qui est installée, qui est un peu le pendant du musée, qui est installée à proximité du musée et qui va devenir au fil des ans une des bibliothèques les plus riches de France, riche en manuscrits, riche en gravures, riche en collections d'autographes, une très belle bibliothèque extrêmement importante et connue dans toute l'Europe de l'époque. Donc Barbier la fonde et s'en occupe durant les premières années, jusqu'au moment où il va être mis, en 1822, assez brutalement à la retraite. Il va être mis à la retraite parce que, eh bien, on est dans le contexte après l'assassinat du duc de Berry, un moment où les ultras relèvent la tête, où l'on cherche à se débarrasser un petit peu de tous ceux qui ont autrefois collaboré avec l'usurpateur. Barbier est décoré de la Légion d'honneur et il est mis à la retraite et il passe les dernières années de sa vie à s'occuper de ses travaux savants. Alors, il meurt en 1825. On voit avec son inventaire après décès qu'il a quand même une honnête aisance. Il a de l'argent de côté, il a des actions, il a une jolie collection de livres, il a quelques meubles, quelques tableaux. Donc il a eu une vie sans doute assez confortable. Donc il est passé là aussi de marchand de cuir jusqu'à quelqu'un de reconnu dans l'Europe entière comme un grand savant, avec pas une aisance matérielle énorme, mais tout de même un petit confort, et surtout il meurt, et son héritage, c'est là que son ascension sociale se concrétise, son héritage est intellectuel, puisque son livre est toujours lu, toujours utilisé de nos jours, son dictionnaire des anonymes, et autre héritage, son fils, qui prend sa place à la tête des bibliothèques de la Couronne, sous toute la fin de la Restauration, la monarchie de Juillet, et le Second Empire jusqu'en 1870. C'est Louis Barbier, donc son fils,
qui va être le bibliothécaire de tous les souverains successifs. Donc une sorte de dynastie de bibliothécaires et dont l'œuvre est encore perceptible aujourd'hui, là aussi, puisque les bibliothèques qui ont été fondées par Antoine-Alexandre Barbier dans les différents palais de la Couronne, entretenues ensuite par Louis Barbier jusqu'en 1870, on les retrouve, par exemple la bibliothèque de Fontainebleau qui est toujours en place, les bibliothèques des différents palais de la Couronne qui sont réparties entre la BNF, la bibliothèque municipale de Versailles, celle de Compiègne, la bibliothèque de l'Arsenal, la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque Mazarine. Donc il y a cet héritage de la famille Barbier qui continue à survivre.